C'est l'équipe de la mi-temps du soir. Bonsoir. À la mi-temps, c'est l'Ajax qui fait vraiment la course en tête. 2-0. Ouverture du score de De Ligt à la 5e minute. 35e minute, Ziyech donc permet à l'Ajax de basculer à la pause avec 2-0, plus 1 but après le succès de l'Ajax au match aller. Donc ça fait 3-0. On donne aucun point là, 2-0, personne n'a donné les 2-0. On peut donner un point ou un 0 quand même. Un point 0. Ouais. Qui a donné un 0 pour Jacques à la mi-temps ? Je sais pas. Oui, le R. Donc un point, le point du président avec Eric Bilderman. Faut-il redouter une raclée pour Tottenham désormais ? Non. Non ? Mais on sait. Ah, non. Mais C'est un auto-duel. Franchement, c'est un concept, c'est un auto-duel. un auto-duel, oui. Non mais oui, non mais on sait jamais. Bon, non, vous sentez pas la partie je dirais même pas qu'elle est terminée la partie. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas terminé, Didier. Ah oui. Bah, ouais. peut-être pas. Moi, j'ai la sensation qu'elle est terminée, et c'est pour ça que je trouve que si on répond pas, c'est quelque part, c'est pas très important de savoir s'ils en prennent 3, 4. Ou que ça reste dans un score comme ça, ou que le score devient un peu plus serré. Peut-être que la deuxième mi-temps va nous démentir totalement et on va assister à une folie. Ouais. Mais comme ça, sur ce qu'on voit, j'ai la sensation que c'est terminé, quoi. Didier, vous me dites, vous, c'est pas encore terminé. Et attendez, je vous donne la parole. Le petit doute que vous avez là, le petit doute, c'est que je trouve que le 2-0 est quand même un peu flatteur pour l'Ajax. Et je trouve qu'ils ont du mal à développer leur jeu. Le fait que Dolberg ne se fond pas dans le collectif Dolberg, c'est un avant-centre, mais un avant-centre buteur. Donc, je peux juste rappeler quelque chose, parce qu'on vous a annoncé David Neres, qui était incertain, qui avait pris un coup le week-end dernier face à Willem II. Neres était bien sur la feuille de match, et puis à quelques secondes du coup d'envoi, suspense, c'est Dolberg qui l'a remplacé. Dolberg arrive, glisse en numéro 9, et c'est Tadic qui joue ailier gauche à la place initiale de Neres. Pardon Didier. Donc, tu perds Tadic, parce que Tadic, encore, il a fait des belles choses à gauche. Il jouait à gauche à Southampton, mais il est vachement important dans sa relation avec Van de Beek dans l'axe. Oui. Donc tu perds un peu Van de Beek aussi par la force des choses, qui ne s'appuie pas trop sur Dolberg. Tu perds Dolberg parce que tu l'as jamais trouvé finalement. Et donc je trouve que tout ça, ça manque du coup d'harmonie. Et on ne retrouve pas le jeu de l'Ajax de ces derniers matchs. Je ne pense pas que c'est parce qu'aussi ils ont un certain avantage et qui gèrent un petit peu. Ils sont pas gérés, mais ils sont un peu plus en place. Il y a moins de folie où ça part dans tous les sens. Non, mais même si tu es en place, au moins dans les remontées de balles, tu dois faire des grosses différences. Moi, je trouve que et ils ne les font pas. Il faut un pressing quand même très haut. Ah oui, mais ça. Moi, je trouve que quand même il y a quelques séances de jeu qui sont pas mal. Ils se créent les occasions. Ah oui, mais quand on aime. Oui, non, mais d'accord. On a vu peut-être mieux, mais je trouve que quand même c'est. Mais je trouve que ça change beaucoup de choses l'absence de Neres, parce que ça dérègle. On est d'accord par rapport à la relation dans l'axe avec Tadic. Oui, je suis d'accord. Et Tadic, Van de Beek, ouais. Paul, avant la rencontre, hormis le jeu de mots, Amsterdam, c'est pas des Brels, Jacques Brel, le port d'Amsterdam, mais finalement, hormis le jeu de mots, vous nous disiez quand même qu'il y avait un rapport de force qui était déséquilibré. Il y avait l'Ajax qui était quand même un peu plus fort que Tottenham. Est-ce que vous avez confirmé ça ? Je trouve que Tottenham a bien rivalisé, mais sauf surprise. La conclusion, c'est que la finale va opposer deux équipes extrêmement fortes physiquement. Deux équipes où les joueurs courent. À Liverpool, les joueurs courent tous. À l'Ajax, ils courent tous, ils se replacent tous, ils travaillent tous pour l'équipe, ils travaillent tous au pressing. Et moi, je trouve que c'est une grosse leçon. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance colossale de Messi dans le jeu de Barcelone. Peut-être, mais Messi, il apporte énormément, mais il ne court pas. Et je trouve que la leçon de cette finale, c'est que ce sont des athlètes. Alors évidemment, ils jouent bien au foot, collectivement, individuellement, mais ce sont tous des gars qui courent. Et donc toi, tu reproches à Messi de ne pas courir ? Non, mais je trouve que... Parce que Messi, si tu le mets à Liverpool ou tu le mets à l'Ajax, il se fait un massacre là, avec l'Ajax. Il faut voir ce que tu mets autour. Oui. Je trouve que ça en devient... À un certain niveau, il faut s'organiser autour. Et je trouve que Barcelone, aujourd'hui, quand le niveau monte, ils ont des problèmes pour s'organiser autour, parce que Suarez, il ne court pas beaucoup. Ah ben c'est ça. Là, j'observais les phases où Tottenham attaque. Il y a 10 joueurs face au ballon.
Il n'y a pas un joueur de l'Ajax qui reste jouer la carotte. Ils travaillent tous. Paul, la comparaison entre Liverpool et l'Ajax, elle me plaît, mais à la fois elle me surprend un peu. Je vois bien les efforts, la débauche d'énergie employée par Liverpool. Je vois moins le côté coureur de l'Ajax, un peu. Il y a plus de fluidité, il y a peut-être plus de fluidité. Il y a plus de facilité, plus de fluidité, moins d'impact, moins de physique, mais il y a la même dynamique. Ces deux équipes joueuses, ces deux équipes qui savent jouer et se mettre hors de position et provoquer le déséquilibre au risque éventuellement de se mettre en danger, c'est quand même un peu des cousines, quoi. La différence, Mémé, je trouve que c'est dans l'impact physique que peut avoir Liverpool et qui est supérieur et qu'a moins l'Ajax. Il y a un truc de l'Ajax, moi, qui m'a frappé dans cette première mi-temps, c'est leur qualité pour quadriller le terrain. Autant lorsqu'ils ont le ballon, mais autant lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Je ne sais pas si c'est vous, Didier, lors d'un débrief de l'Ajax, en me disant les mecs taclent peu, pas souvent, ou même en plus quand ils taclent, c'est beau, là. Je me souviens d'un tacle. Mais ça, c'est toujours bien placé en général. Mais je trouve que les gars, dans leurs efforts, dans la compréhension du jeu, d'en face, quand ça s'enclenche, mais ça hésite pas. Les mecs ont une compréhension extraordinaire. Et puis quand ils perdent le ballon, même s'il y a des mouvements un peu partout, ils n'hésitent pas de se replacer dans leur zone. Ils ne se disent pas, attends, il faut que j'aille où? Non, ils se replacent à un endroit et quand l'action est finie, hop, ils reprennent leur position sur le terrain. Mais ça c'est une question d'éducation. Ils ont été éduqués comme ça. Ils ont été éduqués à bouger comme ça. Ils ont été éduqués à. Il y a rien de. Il y a rien. Tout est prévu dans le système de l'Ajax, j'ai envie de vous dire quelque part. C'est-à-dire, quand ils vont là, c'est parce qu'ils savent que si un joueur se déplace comme ça en face, ils doivent aller à cet emplacement-là. Ils ont été éduqués, c'est une école. Oui, par exemple. But, il y a les déplacements pour... Par exemple, tout le mouvement, l'ADN de l'Ajax, c'est le mouvement. Oui. Voilà. Mais quand on observait le Barça il y a 2-3 ans, ou allez, 4-5 ans, on disait à la perte du ballon, ils exercent un pressing pour la récupérer. Bien sûr. Énorme. Ouais. Mais parce qu'ils avaient les jambes pour le faire. Mais Messi courait pas plus pour autant. Non. Un peu plus. Un petit peu plus, mais pas au niveau de la récupération. Il y avait une démarche collective pour récupérer vite le ballon. Oui. Quand il n'y arrivait pas, tac, il se replaçait, mais il y avait quand même la volonté. Aujourd'hui, ils ne le font plus. L'Ajax, ils ont des retours, des replis défensifs spectaculaires. Ils travaillent tous, ils se remettent tous ensemble pour... Et c'est pour ça, Tottenham, ils jouent pas mal finalement. Mais ils ont du mal à se créer des vraies occasions. J'en ai noté quelques-unes quand même. Alors, il y en a 3 vraies. 6e minute, Son sur le poteau de Nana. Occasion. 22e minute, Son sur une passe d'Ali et c'est Tagliafico qui défend bien sur du gardien. Ouais. Et Eriksson, une frappe à la 24e minute. C'est dans les bras du gardien aussi. Yes. Il y en a 2 dans les bras du gardien, mais si tu frappes bien. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aspect collectif et effectivement des mouvements de l'Ajax, ils ont quand même un capitaine de défense qui s'appelle De Ligt, qui pour moi est un joueur supérieur encore à tout ce que je vois sur le terrain. Mais Blind, il joue bien aussi quand même. Non, mais Blind joue bien, mais les deux sont indispensables. Les deux sont forts. Faut se rappeler un truc, c'est que les 2 raclés qu'ont pris l'Ajax en championnat cette année contre le PSV et contre Feyenoord, les 2 fois la charnière centrale était dissociée. Les 2 fois. C'est-à-dire le Blind. C'est ce qui me fait peur parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réserves pour le coup. Parce que tu as vu Dolberg rentre. Ah non. Boum, c'est machin. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas tous un double, quoi, ou à peu près. Le match aller contre PSV, c'était De Jong qui avait joué en défense centrale, ça avait été une catastrophe. Et le match, le 6-2 qu'ils avaient encaissé à Feyenoord, c'était, je sais plus comment, Blind avait pris la place de Tagliafico, je crois, sur le côté gauche. Tout seul, on peut pas vous aider là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette charnière centrale, pour moi, c'est de là que tout part, le jeu de l'Ajax. Et il y a quand même un joueur supérieur pour diriger ça, c'est De Ligt qui accessoirement met des buts devant. Donc là. Tottenham a-t-il laissé passer sa chance? Non, enfin, je reviens un peu. Il y a des chances qu'ils l'aient laissé passer. Oui, pour moi, ils ont laissé passer. Ils ont laissé passer leur 2-0 là. Parce que là, il faut en mettre 3 maintenant. Ils auraient égalisé là sur les occasions, les temps forts ils auraient égalisé. T'étais à un but de la qualif. Là maintenant, t'es à 3 buts de la qualif. Et ils reproduisent ce qu'ils ont fait au match aller après la première demi-heure, où ils ont eu des occasions, ils ont eu à un moment donné la capacité de revenir au score. Là.
il y a quand même, à un moment donné, entre la 10e et la 35e, on a la sensation qu'ils peuvent revenir à un partout. Je crois que là, le deuxième but, pour moi, le deuxième but, les a tués. Il doit avoir la possession de balle. Hein. Ouais. Ah oui, ils sont 55-45. Mais il faut pas oublier une chose, contrairement à Liverpool et contrairement à l'Ajax, qui terminent leur championnat respectif en turbo, en boulet de canon, Tottenham le termine beaucoup plus difficilement. Ouais. Ils sont quasiment à l'agonie. Des défaites consécutives, là, c'est Pardon, 3, 4 de défaites consécutives pour Tottenham. Tottenham, je sais plus, mais ils ont gagné un match, leur premier match au nouveau stade, voilà, mais ils restent sur une série épouvantable. Okay. Et c'est pas le cas du tout de l'Ajax et Liverpool. Bon, on passe à la case MVP. Quel est pour vous l'homme de cette première mi-temps? Tout de suite, c'est Thierry qui nous a parlé tout de suite de De Ligt. C'est De Ligt pour vous, De Ligt, tout le monde ou pas? Oui, je suis d'accord. Ouais, aussi d'accord. Ouais. De Jong. De Jong est pas mal aussi. De Jong est fort. Ouais, De Jong, ouais. pas mal. Il a un côté très. C'est mes petits souvenirs néerlandais. Buste haut, des accélérations. On n'a pas l'impression que le mec va pas, vite, quoi. mais il est d'une rapidité incroyable. C'est un beau Et joueur. d'une élégance, buste haut. Ruud Krol. Un peu, Ruud Krol était comme ça. ouais. Un peu. En moins, Et moins un gaillard. peu plus haut. Sinon les autres, non. Tadic, là, Van de Beek aussi. Il fait des différences. Après, c'est un collectif. Oui, oui. Toujours pareil. C'est lui qui amène le deuxième. Ouais. Ok. Mais après, Van de Beek aussi, moi j'adore. Il est toujours actif, il est toujours là, il aide l'équipe, il travaille. Même si c'est moins offensivement aujourd'hui, mais il est toujours important pour l'équipe. Franchement, à part Dolberg, dont on a l'impression qu'il est un peu en décalage avec tout le reste, complètement. les 10 autres, enfin les 9, puisque je compte pas Comme le tu disais, gardien. dans le déplacement collectif, il y a un moment donné, il y a un pressing haut. C'est ordonné. Où il y a 8 joueurs de l'Ajax qui sont dans le camp de Tottenham, et les autres, pendant 2 minutes, n'arrivent absolument pas à se sortir du pressing. Ils font des passes latérales. C'est incroyable. Les notes de l'équipe du soir, ça c'est pas tout de suite, c'est après la deuxième mi-temps. On va aller taper à la porte du vestiaire de Mauricio Pochettino. Il nous ouvre. Chez les remplaçants, Gazzaniga, le gardien, on change pas. Davis, Dyer, Foyt, Skip, Lamela, Llorente. On met un grand devant, Llorente, on balance et on joue le second ballon. Je sortirais Lucas et je mettrais Llorente. Rien dans la préparation, rien pour essayer d'avoir quelque chose un peu au milieu de terrain. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc c'est un jeu d'échecs déjà. On a l'impression que c'est échec et mat déjà. Je pense que Trippier est diminué, qu'Aurier a de bonnes chances. Ouais. Non, Aurier n'est pas là. Il n'est pas là? Ah non, il n'est pas vu de la semaine. Non, Trippier, effectivement, il n'a pas l'apport qu'il devrait avoir parce qu'on sent qu'il est diminué. C'est le gène. Donc on a qui là? On a du Davis, on a du Dyer, du Foyt, du Skip. Foyt, parce que Lamela, Llorente, c'est pas possible. Et Davis à la place de Trippier. Voilà. Mais là, c'est vraiment juste. Mais Llorente pour Lucas, moi je mettrais. Je pense qu'ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui soit un peu plus d'une présence physique dans la surface parce que je trouve que Lucas pèse pas assez. Davis est gaucher quand même. Il est en train de s'échauffer. Oui, mais à un moment, tu décales. Il est en train de s'échauffer d'ailleurs, Llorente. Ah ouais? Ouais, il est dans le rond central et moi, c'est le premier change des changement balles. que je Donc ferais. à mon avis, le changement, il est réglé. Ok. Après, à la place de qui? C'est lui qui les qualifie quand même. Ouais. Donc Llorente, ce serait quoi? Ce serait dans le schéma, c'est long ballon devant, on met de l'impact et on met des coups de casque. À mon avis, c'est à la place de Lucas. Oui. C'est ce qu'ils ont essayé de faire au match aller. Ouais. Non, mais ce serait intéressant de voir s'il va rester dans le même schéma tactique aussi. Ou est-ce qu'il va prendre un peu plus de risques offensifs? Mais le problème, c'est qu'à part Lamela et Llorente, il n'a pas vraiment les joueurs pour. Non, quoi. non, pas grand-chose. C'est ça. Et Lamela revient. Non, mais après, tu peux garder aussi les mecs offensifs de la première mi-temps. Oui, je comprends bien. Mais tu sors renforcer avec tu sors Wanyama, tu Non, mais sors. après, c'est une question. C'est intéressant. Ça devient compliqué, quoi. Ok, donc on sent déjà que la situation, ils sont presque échec et matin. Nos amis des Spurs. Ouais. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Rappelons que la première question, c'est ce qu'il faut redouter de racler pour Tottenham. On va voir ça tout de suite. Score final, Ajax-Tottenham, Johan Mikou. 3-2. Ça va partir. Ça va partir. Attention, Thierry Marchand. Il l'enlève de la bouche. 3-1, allez. 3-1, ok. 3-1. Eric Milderman, 3-1. Paul Le Guen. 2-1. Ah ouais. Et enfin, le président. Ça peut rester comme ça. 4-1. 4-1. Llorente remplace Wanyama. Pour info. Donc, Merci. Changement tactique. Ok, changement tactique. c'est là Et pour ça la qu'il y grande aura des soirée buts. continue. Ah, non, il va partir. On se retrouve juste au coup de sifflet final. À tout à l'heure. Juve
positif qui retourne également la situation à l'Atlético avec la match. Absolument, 2-0, 3-0. Cette Ligue des Champions, ce qu'on a vécu hier soir, qui était démentiel, cette Ligue des Champions et le football de club cette saison en Europe est absolument fantastique. C'est la saison de toutes les saisons en Ligue des Champions. Une déclaration d'amour sur cette compétition de la Ligue des Champions. Didier, oui aussi, non? Eh oui. Eh oui, exactement. Merci. C'était court. Je t'aime. Oui, Un petit peu à l'arrache, il est obligé de... Ce qui est fou, c'est que, pour rebondir sur ce que dit Eric, on est dans la surenchère permanente. C'est-à-dire, on pense avoir vu le truc incroyable hier soir et tout. Thierry, ce soir, c'est encore plus fort qu'hier pour vous? Mais je suis pas loin de le penser, parce que hier, c'est sur l'ensemble d'un match. Là, ce soir, c'est sur une mi-temps, sur une deuxième mi-temps. À 2-0 à la mi-temps, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs, on se dit... C'est fini, d'autant que franchement, quand on remonte tout à l'heure pour voir la deuxième mi-temps, on se dit non mais c'est pas possible. Non, c'est pas mais sur une mi-temps, c'est un truc de fou. Didier, c'est bien. Non mais vous êtes malin parce que c'est vrai que vous nous l'avez dit à la mi-temps. Vous étiez le seul en disant c'est pas terminé. Non. Mais après, si je fais les comptes. Votre pronostic score final à 4-1, mon Non, parce que... Expliquez-nous. Expliquez-nous. Ah ben, il joue des deux côtés. Ça y est, c'est expliqué. Il dit que ça, comme ça, il aura raison sur les deux, quoi. Non, c'est mieux d'avoir raison sur le fond que sur un prono où c'est complètement aléatoire et on les trouve jamais. D'ailleurs, personne n'a trouvé ni à la mi-temps ni au truc. Ce soir. C'est que je trouve que... Non, je pensais qu'ils allaient un petit peu se découvrir et que l'Ajax allait en profiter en contre. C'est pour ça. Mais sur la première mi-temps, j'étais inquiet parce que l'Ajax n'arrivait pas à développer son jeu. Dolberg servait à rien. Tadic, du coup, était à gauche, mais était forcément moins décisif. Et Van de Beek, par la force des choses, sa relation avec Tadic était moins présente. Ils étaient quand même sur le reculoir. Alors on dit ils défendent bien, ils sont là, ils cavalent, les trucs. Mais bon, tu as le poteau de Son et tu as deux tirs un peu... pas loin d'être à bout portant, qui sont quand même dans les bras de Machin. C'est trop. Le Machin, c'est Onana. Machin, c'est Onana. Et surtout qu'ils sont pris sur le 2-1 en contre. Oui. C'est un contre. Voilà. Alors que tu mènes 2-0 et que tu es presque qualifié. Ouais. Et après, bon, bravo Tottenham. Allez-y, Paul. Mais Didier, est-ce que tu veux bien convenir que c'est la victoire d'un entraîneur aussi? Le changement à la mi-temps. Oui. Mais il est décisif. Ah oui. Je trouve qu'il est décisif. Ah, bien sûr. Le fait de maintenir Lucas, de mettre un milieu défensif, de faire rentrer des joueurs offensifs, de mettre à la fin Sissoko à droite, c'est quand même des vraies décisions d'entraîneur. Ah oui, tout à fait. Et c'est aussi la victoire de Pochettino. Je suis partagé sur ce constat avec Pochettino parce qu'il fait deux matchs. Là contre l'Ajax. Alors, il y a des corrections magnifiques, mais finalement au début il se plante. Pourquoi? Il se plante au début. Mais regardez, il se plante à l'aller, il sort Sissoko, finalement il est obligé de le faire rentrer. Mais non, il revenait de blessure, il s'était blessé 15 jours avant, il revient d'une blessure musculaire, il le met sur le banc, il intervient dès que c'est possible. Dire qu'il s'est privé de Sissoko au match aller, je trouve que c'est injuste concernant Pochettino. Moi, ce soir, sur les circonstances, il est un peu obligé de il est obligé de le faire. Il est obligé. Il faut quand même qu'il ait un petit peu. Oui, mais il prend la décision et c'est payant. Et il prend une bonne décision parce que moi, j'aurais fait sortir Lucas à la mi-temps, mais pour faire rentrer Llorente, parce qu'il me semblait que c'était important d'avoir un point d'appui dans la surface, et ce changement-là, la rentrée de Llorente, elle est absolument décisive. Le maintien de Lucas aussi. Le maintien de Lucas aussi. Ouais. C'est en ça. C'est en ça. C'est-à-dire, non seulement il se trompe pas dans le mec qui fait rentrer, mais il se trompe pas dans celui à faire sortir. Ce qui est quand même important parce qu'effectivement c'est Wanyama qu'il fallait faire sortir et le point d'appui, le point d'ancrage, le pivot dans la surface que représente De Llorente, ça change tout. Ça change tout. Non mais c'est un vrai choix. Mais après ils sont menés 2-0. Il est bien obligé de prendre une option offensive. Des risques. Oui. S'il fallait sortir, je sais pas, rentrer Llorente pour faire sortir un attaquant, on n'aurait peut-être pas trop compris. Là, c'est vrai que c'est un vrai risque. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je partage. Tu remontes 3 buts quand même. Alors, excusez-moi, j'ai un copain qui est coach, qui officie à la mi-temps, qui n'est pas coach officiellement. Je vais vous passer un petit replay, c'était Thierry Marchand à la mi-temps. Écoutez-le. Mais Llorente pour Lucas, moi je pense qu'ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui soit un peu plus d'une présence physique dans la surface, parce que je trouve Lucas pèse pas assez. Il l'a reconnu. Oui, mais non seulement je l'ai reconnu, je l'ai devancé, mais j'ai dit il faut faire rentrer Llorente. Non, c'est juste la petite bouteille du patron. Lucas, bien sûr. Ça va, c'est une science molle, on peut se tromper. Mais non. Vous participez à l'émission. Mais c'est vrai que, et là c'est vrai que pour Pochettino, la correction est magnifique parce qu'il sort, il fait rentrer Llorente et il sort Wanyama. Voilà, Wanyama.
Donc c'est plutôt offensif et c'est plutôt bien et bien compris. Sur le jeu de Tottenham, moi j'ai l'impression Tottenham, je les adore, mais j'ai pas quand vous avez dit que Liverpool, enfin ce soir Tottenham était un peu plus supérieur au match qu'on a vu ce soir, j'ai moins le frisson pour cette équipe de Tottenham. C'est bien, c'est super beau, ça a été magnifique. Vous avez regardé la deuxième mi-temps, vous n'avez pas frissonné en deuxième mi-temps. J'ai l'impression moi je suis d'accord. Leur maillot, il est dégueulasse. Non, mais dans le sens où ils deviennent flamboyants quand ils sont au pied du mur. Ils commencent pas comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent un petit peu à la situation et par rapport à la situation, oui, à un moment donné, ils envoient. Mais c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu dommage que ça commence pas dès le début du match à jouer comme ça. Et je trouve que, voilà, suivant l'évolution du score, suivant ce qu'ils doivent aller chercher, ça évolue différemment. C'est aussi une force. Mais c'est vrai que ils finissent à 10 ou 18 ou 20 tirs contre l'Ajax Amsterdam. C'est pas là-dessus le constat. C'est que ça commence pas dès le début. Ouais. Non mais c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression d'une équipe timide au niveau européen lorsqu'elle rentre. Non mais c'est pas une équipe comme tu vois Liverpool hier, ils ont décidé d'y aller, ils vont Manchester City, ils ont une vraie âme au départ. Là ça s'adapte. Il y a que quand elle est contrainte qu'elle se met à quelque part à être dans une forme de dépassement de fonction. En première mi-temps, ils sont pas absolument nuls, c'est juste qu'ils concrétisent pas leurs occasions. Ils ont un temps fort où ils ont 2-3 occasions. On peut dire des deux côtés, quoi. Oui, bien sûr, mais sauf que l'Ajax concrétise en première mi-temps. Et il le concrétise pas en deuxième. Faut quand même dire que l'Ajax en deuxième a des occasions. Il y a des tirs sur le poteau. 62e minute, Ziyech, centre de Tadic, c'est pas cadré, mais c'est une grosse occasion. 71e minute, De Ligt en attaquant, en tir, arrêt de Lloris et Lloris sauvé sur une frappe qui sauve, magnifique sauvetage sur une frappe de Ziyech à la 79e minute. Voilà ce que j'ai noté. Plus le poteau. Plus le poteau, pardon. Enfin, c'est le poteau. Il y a le poteau. Il y a le poteau. Voilà. 3 occasions. Non, mais sur Tottenham, c'est un peu une équipe caméléon. Oui, c'est vrai. Tu sais pas par quel bout la prendre. Liverpool, tu as pigé, comme disait Johan. Manchester City, tu sais. L'Ajax aussi. Tottenham, même, tu vois, l'absence d'Harry Kane, il y a Lloris, mais on a un côté sentimental particulier pour lui, aussi parce qu'on est français. Ouais. Mais il n'y a pas quelque chose qui se dégage, tant au niveau technique qu'une âme. Mais ils ont tout aussi, quoi. C'est une grosse équipe, il y a des gros joueurs, mais il n'y a pas quelque chose qui marque les esprits ou qui marque le foot comme certaines équipes qui gagnent en général la Ligue des Champions ou qui vont au bout. C'est vrai que du coup, il n'y a pas une sympathie folle, mais il n'y a pas une antipathie non plus. Mais voilà, la signature est neutre. Paul, la signature de Tottenham, c'en serait quoi ? Le refus, le côté caméléon. Moi, après ce match, j'ai une sympathie folle. Je regarde ce match, je regarde la deuxième mi-temps. J'ai vibré. C'est pas des talents c'est des talents accumulés, mais qui se marient bien. Je trouve que c'est intéressant à regarder. Après, sportivement, c'est une grosse équipe, mais après pour le téléspectateur. C'est-à-dire que là, la finale, je vais m'attendre à une finale, à mon avis, qui va être, à moins s'il y a un but rapidement, mais sinon ça va être assez fermé, ça va se regarder. Si tu as l'Ajax en face à Liverpool, ça va jouer de la même manière que comme joue tout le temps l'Ajax. Mais ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, c'est magnifique. Il y a eu deux Tottenham-Liverpool cette année en championnat, évidemment, comme tous les ans. Les 2 fois, Liverpool a gagné 2-1 à l'aller à Wembley et au retour à Anfield. Et à chaque fois, ça a été des matchs, notamment le fameux retour avec le CSC d'Alderweireld à la 90e sur une faute de main de Lloris. Ce match était fantastique. Mais est-ce que vous êtes un peu dans la retenue parce que vous êtes des supporters de l'Ajax un peu déçus? Non mais là ce que tu dis est fondamental. Non mais ce que tu dis est fondamental. On analyse un résultat, on analyse ce qui s'est passé sur terre. Mais après moi, il y a un petit côté aussi. Il y a un petit côté. Après c'est un grand bravo à Pochettino parce que depuis qu'il est arrivé dans cette équipe, il a amené à quelque chose. Il a amené un esprit jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Donc bravo à tout ce qu'il a fait, bravo à cette deuxième mi-temps. Mais après, c'est un constat par rapport à. C'est ce qu'on vient de dire depuis le départ. C'est pas une critique contre eux. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Paul. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le match avançait, au départ, on est quand même tous avec une émotion particulière par rapport à l'Ajax, comme par rapport à Liverpool, parce que ce sont des clubs mythiques et on a envie de les voir en Ligue des Champions, en finale, s'affronter. Et puis, tel que la deuxième mi-temps se déroule, on bascule. On bascule parce que l'histoire de ce match, c'est que ça doit se terminer par une victoire et une qualification de Tottenham. Et une fois que cette qualification est là,
tu te dis, merde, je vais avoir une finale anglo-anglaise, alors que je pouvais avoir le mythe de 5 Ligues des Champions contre le mythe de 4 Ligues des Champions, et 2 clubs qui, depuis longtemps, cherchent à la récupérer, cette Ligue des Champions. Et t'es super heureux, et en même temps, il y a une vraie frustration d'échapper à une finale contrastée. Juste sur la finale, mais on aura après un petit sentiment sur la finale, ce sera un petit peu plus tard. Moi, j'aime pas beaucoup les finales entre deux clubs d'un Bien sûr que non. C'est quand même la grosse tendance. Alors, on échappe à une finale de 100% espagnole qui a eu lieu en 2014, qui a eu lieu en 2016. Là, c'est une finale 100% anglaise. La dernière, c'était 2008, Chelsea-Manchester à Moscou. Et on va peut-être en avoir une en Europa League. On va peut-être en avoir une en Europa League. Mais au-delà de ça, ce qui est incroyable avec cette équipe de Tottenham, c'est qu'en huitième de finale, ils jouent Dortmund, qui est à ce moment-là leader de la Bundesliga. Tout le monde dit, Dortmund va passer. C'est vrai qu'on les a pas trop vus arriver. Voilà, les autres, Tottenham passe. En quart de finale, ils jouent Manchester City, leader du championnat de Première Ligue. On se dit, ils vont pas faire un pli. Ils passent. Là, ils jouent l'Ajax, leader du championnat néerlandais. On se dit, l'Ajax va passer. Tottenham passe. Je rappelle quand même qu'ils sortent d'un groupe qui n'était pas facile dans la phase de poule. Après, ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher. Mais ça s'est toujours bien passé pour eux. Oui. Si tu vois tous les tours. Parce que la première mi-temps contre Dortmund à Tottenham, Lloris, c'est extraordinaire. Parce que tu peux avoir 2-0 pour Dortmund à la mi-temps. Donc après, ça bascule. Ils finissent à 3-0 dans les 10 dernières minutes. Ils en mettent 2. Donc après, au retour, c'était réglé. Le match contre City, au bout d'un quart d'heure, il y a le pénalty arrêté par Lloris. Mais ils sont allés les chercher. Hein. Et sans Harry Kane à chaque fois. Mais à chaque fois. Hier soir, il y avait un thème. Est-ce que le déroulement du match défavorable à Barcelone met du baume au cœur au PSG on a évoqué ça hier. Ah non, en première partie. Oui, on a discuté de ça. Et ce soir, ce qui se passe, le triplé de Lucas, pour moi, c'est tout l'inverse. Parce que c'est effet inverse. Parce que Lucas, il a très très peu joué au PSG l'année dernière. Il était mis de côté. Et il se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions avec son club en marquant un triplé en demi-finale. Mais ça, c'est l'histoire du foot, Paul. Parce que c'est vrai l'histoire il arrive au mercato d'hiver, le passe pas celui-ci, celui-là. Il fallait faire de la place à Choupo-Moting. On va juste passer à Lucas parce qu'on avait un thème Lucas. Donc Lucas, ce soir, qui qualifie donc son équipe. Une petite particularité quand même. Pardon. Sur les 3 buts. Les 3 sont du gauche. Alors qu'il est droitier. Voilà. Lucas, donc auteur d'un triplé ce soir qui envoie Tottenham pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il est, aujourd'hui, il passe de légende du club de Tottenham sur un match? Parce que là, le mec dit Tottenham, parce que c'est Lucas. Il t'emmène là où Tottenham n'est jamais allé. Et Dieu sait que c'est un club historique. Dieu sait qu'aujourd'hui, arriver en finale d'une Ligue des Champions, c'est plus que compliqué parce que c'est pas un club par pays. C'est pour les grands pays, c'est 4 clubs. Et là, ce qu'il a accompli en 45 minutes, c'est 45 minutes, c'est la légende absolue de ce qu'a fait Liverpool en finale de la Ligue des Champions en 2005 face au Milan. Ils ont fait la même chose, même si l'histoire peut difficilement se comparer. Il y avait, n'empêche, 3 buts à remonter en une mi-temps et ils l'ont fait sur un joueur. Sur un joueur. Son vrai poste ce soir, c'est attaquant au milieu. Alors avant-centre en première mi-temps et attaquant de côté en deuxième mi-temps. Attaquant de côté. J'ai trouvé un peu plus bas pour rentrer sur les départs des il y a ces 3 buts pour la qualification et c'est lui qui marque le but de la qualification pour sortir des poules. Il se qualifie à Barcelone. À Barcelone, c'est lui qui marque le but. C'est au-delà de ce match, il fait une saison. C'est pas Barcelone, c'est à l'Inter, je crois. C'est Barcelone qui est premier du groupe et eux, ils font match nul à l'Inter. Il fait une saison avec beaucoup d'impact quand même. Sur Lucas, Paul nous a dit finalement, c'est un effet sur son échec à Paris. Mais l'échec à Paris, tu pourrais dire que Blanc l'a eu. Parce que déjà, il arrive, c'est Leonardo qui le fait arriver de Sao Paulo pour un transfert très très cher, mais c'était un grand espoir brésilien. Donc, Ancelotti l'a peut-être eu. Oui, puisque. Oui. Ancelotti l'a eu. Leonardo l'a eu. Enfin, Leonardo n'était pas. Non, pardon. Blanc l'a eu. Emery l'a eu. Les 3 lui ont donné sa chance, ont essayé, et même Emery le mettait plutôt comme deuxième attaquant. Il avait marqué d'ailleurs des buts un petit peu au début. Mais on ne peut pas dire que Lucas, c'est pas une histoire, tu vois, un entraîneur qui s'est planté, tu vois, il l'aimait pas, il n'a pas remarqué etc. C'est pas Ben Arfa.
Voilà. Il a joué régulièrement avec ses trois coachs. Il a eu quand même des tas de possibilités, et s'il a réussi quelques petits éclairs parfois, c'était pas un mauvais joueur, il y avait plus fort. Donc là, tu peux pas te dire ah merde, le PSG, ils sont passés à côté d'un truc, etc. Là, quand il arrive au mercato... Mais ça pose une question aussi sur la manière dont Paris utilise ses joueurs, construit son effectif. Là, finalement, Lucas, lorsqu'il est parti à Tottenham, on dit le gars... Là, c'est facile de faire le procès de bien Paris. sûr, oui, ben non, tu Lucas, moi j'aurais voulu qu'on en parle avant qu'il fasse le triplé, quoi. Ah oui. Tout est aligné ce soir pour Lucas. Oui. Le deuxième, il reprend le ballon, il fait un super truc, ça frappe, ça passe. Il est bon à Tottenham, et d'ailleurs il a réussi. Il fait une bonne saison. Quand il arrive au mercato, il fait une bonne saison, mais s'il fait pas ce triplé ce soir, on parle pas de tout ça. Quand il arrive au mercato l'année dernière, au mois de janvier, il joue très peu la deuxième partie de saison dernière, et il profite de la préparation, puisque lui évidemment fait pas la Coupe du Monde. Il profite de la préparation aux États-Unis, en Californie, pour en fait piquer la place de Son, qui lui a fait la Coupe du Monde et qui ensuite joue les Jeux asiatiques au mois d'août, pour devenir titulaire en début de saison à Tottenham. Il est, si je dis pas de bêtises, élu joueur du mois d'août en Première Ligue. Il marque notamment sur le terrain d'Old Trafford, où ils vont gagner 3-0 à Old Trafford. Donc il fait un début de saison fantastique. Et derrière, c'est là où il s'installe vraiment dans Tottenham. Pochettino lui donne vraiment sa chance. Il rentre dans la rotation. Il rentre dans la rotation vraiment. Mais il rentre. Ce qui était étonnant, c'est qu'il soit carrément de côté lors de la dernière saison au Paris Saint-Germain. Ça, parce qu'il semble avoir bon esprit. Et lors de la dernière saison, il a été utilisé, mais peut-être 1-2 fois. C'est tout. Ça paraissait surprenant vu de l'extérieur. Ouais, mais il n'était pas non plus. Tu vois, il avait peut-être un peu lâché aussi. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça aussi. Parce qu'il a quand même vraiment eu sa chance, quoi, à un moment. Et après, bon esprit, je trouve qu'il faisait pas de cadeaux, même pour le penalty ou des trucs et tout. On est à la fin de la Ligue des Champions, donc il y a peut-être quelques enseignements qu'on doit tirer ou pas sur la gestion d'un effectif. Là, il y a peut-être un point commun également entre Liverpool et entre Tottenham. Tottenham se qualifie sans Kane pour la finale. Liverpool se qualifie sans Firmino et sans Salah. Et là, le management à la fois de Klopp qu'on a salué, à la fois le management de Pochettino, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Que les joueurs qui rentrent, qui puissent rentrer, soient directement, mais vraiment au top et au diapason de ce que demande à la fois l'entraîneur et puis à la fois du jeu de l'équipe. Parce que c'est deux vrais collectifs où il n'y a pas de vedette, a fortiori encore plus avec l'absence d'Harry Kane à Tottenham. C'est deux vrais collectifs. Il n'y a pas une tête qui émerge. Voilà. C'est ça la force de ces deux équipes-là, et je pense que c'est pour ça qu'elles sont en finale. Il y en a une ou deux qui émergent. Ça, là, il émerge un peu à Liverpool. Oui, mais sauf que là, hier, il n'est pas là. Hier, il n'est pas là. Et aujourd'hui, Harry Kane, il n'est pas là. C'est-à-dire que tu as 3 équipes sur 4 qui étaient représentées en demi-finale, qui sont exactement sur le schéma, parce qu'on peut dire que la même chose de l'Ajax. Il n'y a vraiment que le Barça. Qui était hors complet. Voilà. Cette année, on peut dire que ce sont des équipes qui vont au bout de l'aventure en Ligue des Champions, plus que des phénomènes. C'est un peu l'inverse avec le Barça. Complet. T'as moins une équipe et un phénomène. Et plus un phénomène. Mes petits, troisième question du soir sur l'Ajax qui est éliminé. Ce soir, c'est une élimination à la 95e minute sur un but donc, de Lucas, et c'est une élimination qui balaye tout le parcours de l'Ajax. Alors rappelons quand même le parcours de l'Ajax, un parcours extraordinaire qui a commencé en qualification de la Ligue des Champions le 25 juillet contre les Autrichiens de Sturm Graz. Il les passe. Juste après, 3e tour de qualification, Standard de Liège. Il les passe. Les barrages contre le Dynamo Kiev. Il les passe. La poule est passée face à l'EK Athènes, le Bayern et le Benfica. On connaît après leur parcours face au Real, à la Juve. Et face donc à Tottenham, mais à la pause 3-0. Est-ce que cette élimination balaye un peu tout ? Jette un... Non, pas du tout. Non, franchement, mais il faut les remercier. Il faut les remercier ? Oui, bien sûr. Les équipes, il faut les remercier. Un vent de fraîcheur. C'est quand même un club qui a 5 à 6 fois moins de budget que les autres. C'est 84 millions. Oui, 80 et quelques millions. C'est 300, 400, 500 millions de l'autre côté. C'est un club formateur. Tout le monde est allé ces derniers mois au centre d'entraînement de l'Ajax pour raconter cette histoire, pour revenir sur l'Ajax de 95, pour revenir sur l'Ajax de 71, 72, 73. Ils ont remis au centre de la carte de l'Europe du football un club et un pays qui ne peut plus lutter. Et 75% des clubs historiques comme le Celtic, comme l'Ajax, comme Feyenoord, comme le PSV et d'autres ne peuvent plus jamais atteindre
le niveau d'excellence en Ligue des Champions. Donc il faut les remercier pour avoir donné quelque part de l'espoir à tous les clubs européens de niveau moyen. Paul Le Guen, si je vous transforme en Eric Ten Hag, j'ai bien prononcé, vous tiendriez exactement le même discours? Pas tout à fait. Le mec doit avoir des boules terribles. Oui, comme les joueurs, compte tenu du scénario du match, malgré tout, c'est le match que l'on va retenir. C'est ce match que l'on va retenir. Ils ont eu peur de gagner, peur de se qualifier. Et alors, c'est vrai que ça se joue à un poteau, ça se joue à pas grand-chose. Mais malgré tout, compte tenu du déroulement de la deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a ressenti. Ils ont perdu le fil. Mais parce qu'on est dedans. Mais avec le recul, ce qui s'est passé à Madrid, ce qui s'est passé à Turin, je crois que ça restera quand même dans les mémoires de chacun. Là, c'est tout frais. Alors évidemment, on retiendra ça, cette deuxième mi-temps, où le match devient fou et ils n'arrivent pas à le contrôler, même s'ils ont des grosses occasions aussi. Mais tu sens qu'à tout moment, à partir du moment où ils reviennent à 2 partout, en 5 minutes, en 4 minutes, 55e, 59e, tu vois, c'est comme hier avec Wijnaldum, là, tac, 2 minutes. 55-59, ouais. C'est difficile de s'en remettre un peu derrière, parce que là, du coup, de 2, c'est pas 0-0. Les autres sont archi en position de force. Toi, on avait quand même souligné à chaque corner, match, tu pleures, tu vois. Didier, on avait quand même souligné avant le match l'inconstance de l'Ajax à domicile. On l'avait dit, oui, et que c'était pas dans le bon sens, et que si physiquement ils sont un peu bousculés. Non, mais oui, bien sûr. Mais on avait dit, Bayern, Real, Juve, ils avaient gagné aucun de ces 3 matchs à domicile. Et ce qu'on voit ce soir, ça confirme aussi que l'Ajax à domicile et l'Ajax à l'extérieur, c'est pas tout à fait la même équipe. Et encore une fois, ce que disait Didier dans la première partie de l'émission, il n'y aurait pas cette histoire du but à l'extérieur. On avait une prolongation. Bien sûr. Et quelque part, 3-3, je suis désolé, aucune équipe n'a battu l'autre. Le match retour a été une copie quasi conforme du match aller, c'est-à-dire dans un premier temps, l'Ajax marque et l'Ajax est en confiance. Et puis au fur et à mesure, c'est Tottenham qui tient le match, c'est Tottenham qui prend l'avantage. Et moi, je suis désolé, aucune des équipes n'a éliminé l'autre. Ça doit être une prolongation. J'en ai assez de ça. C'est le but à l'extérieur. Sur le but à l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Compte Twitter de l'équipe du soir, on marque une pause, on en reparle juste après. Je sais que Didier Roustan adore ce but à l'extérieur quand il y a des égalités. Celui qui compte double, vous l'avez bien. Valoriser ce but marqué à l'extérieur de manière à ce que les équipes sortent et que ça soit plus spectaculaire. Et à l'époque, je l'ai compris. Maintenant, tu vois bien dans le football actuel, les équipes qui jouent à l'extérieur, elles attaquent à tout va, ça va, ça vient. Tu as vu ce match, tu as vu le match aller, tu as vu Liverpool, comme ils attaquaient aussi au New Camp, d'entrée de jeu, etc. Même le Barça hier, attaqué. Oui, le Barça a attaqué aussi. À un moment, ils ont eu des possibilités, tout ça et tout. Donc, ça fausse un peu les choses. Peut-être qu'au niveau de l'intensité dramatique, parce que là, finalement, s'ils égalisent, tu as une prolongation qui peut-être sera... Et là, tu te dis, boum, c'est le truc couperé. Mais si tu suis ce raisonnement, alors pour la prolongation, tu préfères aussi le but en or plutôt qu'aller au tir au but. Moi, le but en or, j'étais contre aussi. Parce que c'est quelque chose, tu vois, et là, tu es dans le calcul, tu te dis, putain, s'ils marquent un but, il faudra qu'ils en marquent 2. J'aime pas trop. Et Thierry, moi, j'aime bien cette dramatique. Cette dramatique. Vous êtes moi aussi. Cruel. Oui. Moi aussi. Non, mais moi aussi, je l'aime bien. Moi aussi, j'aime bien ce côté coup près du but à l'extérieur qui fait qu'on s'est dit, dès le début du match, après le but de Ligt, 4 minutes, 5 minutes, il n'y aura pas de prolongue. Et ce qui fait que le fait de savoir qu'il n'y aura pas de prolongue dès le début du match, quasiment, fait que, pour moi, donne une intensité dramatique supplémentaire, c'est-à-dire il y aura une qualif à l'issue de 90 minutes. Quand il y a 2-0 pour Liverpool et que tu sens qu'ils peuvent en mettre un troisième et ils le mettent rapidement, il peut y avoir prolongation. Tu perds la dramaturgie du match alors qu'il y a 3-0 de Liverpool. Mais c'est pas pareil. Non, mais là je trouve que ce qui est intéressant, Eric dit c'est injuste parce qu'il y a même le nombre de buts. Bon, en basket, tu as des paniers à 2 points, des paniers à 3 points. À ce moment-là, c'est comme Jacques Henriero, en dehors des 18, c'est aussi dur. Non, mais 2 points, 3 points, pourquoi c'est 3 points? Parce que tu es plus loin. Ce que je veux dire, est-ce que c'est pas plus injuste? Imagine qu'une prolongue ce soir. Il y a 3-2, il y a une prolongue. Est-ce que c'est pas plus injuste à ce moment-là qu'elle soit sur le terrain de l'Ajax que sur le terrain de Tottenham? Tu vois, tu peux aussi tout remettre en question à ce moment-là. Rappelle-toi ce qu'il y avait. Rappelle-toi ce que. Alors, si ça t'ennuie, on va directement au tir au but. Non, mais rappelle-toi ce qu'il y a. Oui, pourquoi pas. Mais rappelle-toi ce qu'il y avait dans les années 60, avant que ce but à l'extérieur compte double. Match d'appui. Un match d'appui. Ah oui, mais maintenant tu peux plus. Non, mais d'accord. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on pourrait tomber d'accord. C'est que quand tu as une prolongation, donc on a toujours cette règle du but qui compte double à l'extérieur. On est sur une prolongation. En revanche, là,
comme on est sur 30 minutes d'avantage pour l'équipe qui joue là, le but à l'extérieur, le but à l'extérieur ne devrait plus compter. Ah non, ça serait un terrain neutre. Ah oui. Puisque il faut considérer que cette demi-heure, on ne peut pas donner l'avantage à l'équipe qui reçoit de savoir que si... Ouais, mais c'est trop compliqué. Mais c'est pas compliqué, enfin... C'est bien. Joanne, vous n'avez pas participé à notre petite question, notre petite Non, mais conversation. je reprends ça à la question. Pardon, comment? Je réponds à la question. Non, mais après, par rapport à si ça fait oublier, là, c'est bon, le but à l'extérieur, par l'extérieur, c'est tout le monde a parlé. D'accord, très bien. Non, mais si vous voulez, un peu Non, mais vous aviez envie de revenir, de non, mais parce que moi, après, chacun a son avis, mais je pense que ce match-là ne fera pas oublier tout ce qu'ils ont fait, parce que, juste pour exemple, il y a 4 mois ou 5 mois, on demandait à 90% des gens qui y avait dans cette équipe, personne ne pouvait répondre. Aujourd'hui, on connaît pratiquement toute l'équipe, tous les noms de A à Z. Donc ça veut dire qu'ils auront laissé une empreinte sur cette Ligue des Champions. Et c'est tellement cruel comme ça finit pour eux. Terrible, hein. C'est horrible, quoi. Donc je pense que ça rappellera encore plus de souvenirs par rapport à la dramaturgie de leur élimination. On ne se rappellera pas que de ce match, on se rappellera de tout ce qu'ils ont amené, la fraîcheur qu'ils ont amené à cette Ligue des Champions, enfin selon moi, quoi. Le compte Twitter de l'équipe du soir chauffe ou pas? Nous allons passer aux notes de l'équipe du soir. Les chroniqueurs ont leur raquette. On a beaucoup parlé de Lucas. Je ne sais pas, mais on n'a pas noté Lucas. Alors oui, voilà. C'est 9 ou 10 pour vous? C'est quoi sa note? 10 là, quand même. C'est drôle. Il y a le match parfait. Et il y a le match exceptionnel, hein, on est d'accord. Il y a 3-9 contre un 10. Non, les gars, pourquoi... Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Ouais, pourquoi pas 10, les gars? Didier, Paul et Eric. Qui peut faire de plus? Je sais pas. Non, je mets pas 10 parce qu'il y a la première mi-temps, mais c'est tout. Ouais. Ouais, mais là, on parle plus. Mais vous avez trouvé le titre de l'équipe pour demain, Lucas du siècle. Je trouve que c'est le titre pour. C'est travailler, c'est beaucoup de travail, ça. Non, mais c'est vrai que Paul a raison, il y a eu une première mi-temps, mais là je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé, l'événement, le truc, là, le mec qualifie son équipe en mettant 3 buts et en plus à la dernière seconde. Mais ça me choque absolument pas qu'il ait 10. Hein. Oui, franchement, on l'espère. On va pas s'engueuler pour un 9 ou un 10. Si. Si, Il y a très peu de 10. Ouais, il y en a très peu. C'est pour ça que Il y a très peu de 10. c'est impossible de... Mais quand je vois que Neymar en a eu un sur un match de championnat... Ce que je ressens, ce sont les émotions qu'on cherche tous. C'est vrai que ça le vaut plus là, je suis d'accord. C'est la réaction de Lucas. Hein. Je suis fier de mon équipe, j'ai toujours cru en nous, c'est mon rêve de gagner la Ligue des Champions. Il est à une victoire, ou en tout cas un match de gagner le plus prestigieux titre européen. Voir un match nul et puis au tir au but. Oui. Et puis au tir au but. En passant par une prolongation. On note qui, mes petits en régie, chers téléspectateurs? Allons-y, découvrons le choix du téléspectateur. MCN nous dit, notez Loris, je lui donne un 7. Il a fait l'arrêt qu'il fallait et qui donne le 3e but de Lucas. Totalement d'accord. 7. Et hop, un point supplémentaire pour Thierry, vous avez la main. Pour la raison que vous venez d'invoquer. Je pense qu'il sauve à un moment important. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur les 2 buts. Fautif. Il n'y a pas fautif. Voilà. Et très franchement, il a un petit coup de baraka sur le tir de Ziyech sur le poteau, mais il fait ce qu'il doit faire pour les qualifier. Mais un petit côté obsessionnel de Johan Miko sur les corners. Vous avez toujours un truc. À chaque fois que vous vous levez, vous regardez le truc en disant mais pourquoi les mecs ne mettent jamais un gars au 2e poteau? Ouais, au 2e. Parce que souvent, je vois des buts où des ballons arrivent tranquillement au 2e poteau. Ouais, à chaque fois, c'est... C'est votre marotte. Bah oui, je trouve que c'est tellement simple. Tu mets un gars au poteau et puis il n'y aurait pas eu le premier but, par exemple. Ok, d'accord. Chaque fois, je le redis, mais il faut que le Milan n'aurait pas perdu la Ligue des Champions contre Marseille aussi. Oh, mais ça, c'est pas... Pas grave, ça. Ouais, ça c'est pas Non, mais ça, c'est pas très grave. Ils ont bien fait de pas le mettre. Ouais. Bien sûr. Les notes de l'équipe du soir, ça continue. Quel joueur? Moussa Sissoko, s'il vous plaît. Il a fait un match monstrueux ce soir. On dit bien monstrueux. On nous a pas mis sa note. Faut mettre les notes, les copains téléspectateurs. Tu sais que tu m'as mis les trucs. Non, mais je voulais le 8. J'ai eu peur. 7. Il est quand même incroyable. C'est le couteau suisse. Hein. Il est bon un peu partout, hein, dans toutes les zones. Hein. Il est utile, il est bon. Je l'ai même trouvé meilleur en fin de match. Mais plus ça va. Quand il était en latéral? Ouais, plus ça va. Je l'ai même vu à un moment sentinelle. C'est une dynamo. C'est plus on avance dans le match, plus les joueurs devraient être fatigués et moins Moussa Sissoko est fatigué. Enfin, Il y a des joueurs comme ça. Il y en avait un, là, plus ça avançait. Bon, il était fatigué, je me souviens plus, il y a quelques années.
Mais Sissoko, il a perdu sa place à un moment à Tottenham. Il y a 2 ans. Quand il est arrivé, c'était déjà compliqué. Il y a un an, il était à la cave. Il y a un an, il était à la cave. Et il voulait même s'en débarrasser au bout d'un an. C'est incroyable. Mais comme quoi, je pense que c'est ça aussi qu'apprécie Pochettino chez Moussa Sissoko, c'est il a rien lâché. Voilà. Et ça. Et il a rien dit. Il a rien dit. Et franchement, chapeau. Enfin, moi, j'ai toujours adoré ce joueur. Et pour tout ce qu'il a fait, ça fait quand même une paire d'années qu'il est dans le football anglais. Quand je dis une paire d'années, ce qu'il a fait à Newcastle d'abord, ce qu'il fait maintenant à Tottenham, après avoir dû se battre pour gagner sa place, il est blessé, il revient, il rentre en cours de jeu au match aller. C'est un bon joueur ou c'est un grand joueur? Vous savez, on a beaucoup de milieux de terrain en équipe de France. On a Pogba, on a Matuidi, on a N'Golo Kanté, on a du Tolisso, j'en oublie peut-être. Ouais. Non mais c'est un bon joueur et dans une équipe, quelle qu'elle soit, de très haut niveau, il ne faut pas que des grands joueurs, il faut aussi des bons joueurs. Je crois pas qu'il n'y ait pas besoin d'avoir 11 grands joueurs, mais c'est un très bon joueur. Et il est Roy Keane quand il était à Manchester United, c'était pas un grand joueur, mais il était indispensable. Vous me tourez. Tu vas pas me comparer quand même, Roy Keane. Je ne compare pas, je donne le niveau, l'importance d'un joueur et le niveau. T'as pas besoin d'être un grand joueur pour être indispensable. Quand même. Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a des. Ce n'était pas un grand joueur et il était capital. T'as pas besoin d'être un grand joueur pour être capital. C'était un grand joueur. Keane, c'était un. Il lui manque l'aspect réalisation, je trouve, pour qu'il soit vraiment. Et Keane, il claquait. Quand il a marqué les 2 buts à Turin en demi-finale. Donc bon joueur. Très bon joueur, très bon. Péjorative un peu quand même. Bon joueur. Non, mais c'est pas un Furiclas. Mais entre Furiclas et bon joueur, c'est l'équipier absolu peut-être. Tu vois. Je trouve que sa performance cette saison, c'est non seulement d'avoir gagné sa place, mais aujourd'hui, il est dans les 3-4 joueurs les plus influents de son équipe. Vous n'avez pas Sissoko. Ça fait une équipe très différente. C'est une vraie performance parce qu'il est parti de loin quand même. Ok. Autre joueur à noter peut-être ou pas? On y va. Noter De Ligt ce soir. Pour moi, c'est 6. Alors il partait sur des bases extrêmement hautes. Je n'ai pas de plus. Ouais, 6. 7. J'aime bien. Les 7 aussi. Je fais parler les 7. Johan. Non, moi je l'ai trouvé très très bon. Il marque. Après. Sur les buts, je pense que peut-être il peut tacler sur le dernier. J'ai l'impression qu'il peut aller se le chercher en contrant, mais j'ai l'impression qu'il a sur le dernier appui, un dernier appui un peu. Sinon, il a tout ratissé parce qu'ils étaient. Sinon, après, il a été costaud, c'est lui qui a un peu remobilisé tout le monde. Il y a eu un vrai duel entre lui et Blint et Llorente sur la deuxième mi-temps. Moi, j'ai trouvé, il était là, 19 ans. Et Blint a eu plus de mal à la fin. J'ai trouvé que Blint a eu plus de mal que lui. De Ligt, ça va être l'un de ses derniers matchs avec l'Ajax. Là, lui aussi est vendu. Il le sera. C'est pas encore certain, mais c'est vrai qu'il y a des fortes présomptions. Il y a plusieurs grands clubs sur le coup, dont le Barça, dont Liverpool aussi. On parle d'un tandem avec, imaginez, De Ligt, Van Dijk en défense centrale. Je pense que ça ferait quelque chose. Moi, il m'a un peu déçu en deuxième mi-temps au moment où il fallait tenir un petit peu la baraque, où il fallait justement, autant où la première mi-temps, elle est très bien. Autant deuxième mi-temps, je l'ai trouvé. Il a beaucoup ratissé quand même. Je trouve qu'il a été quand même en difficulté face à Llorente. Il y avait le jeu long. Son intervention sur le troisième but n'est pas bonne. Il essaye d'anticiper, de passer devant. Il n'arrive pas à le faire. C'est lui qui remet le ballon sur Son. En passant devant. En essayant de vouloir passer, il veut dégager, mais il rate son dégagement. Donc c'est vrai qu'il fait quelques interventions spectaculaires, mais en deuxième mi-temps, je ne le trouve pas impérial. On parle d'un joueur de 19 ans quand même. C'est fou. Attention. Qui est capitaine de l'Ajax. Exactement. Autre joueur, est-ce qu'on a fini les notes en régie? Pas du tout. Ziyech, je mets 8 pour Ziyech. Il a fait un très grand match malgré la défaite. Est-ce qu'on peut mettre 8? Moi, j'aurais mis 7,5. C'est là où les demi. Mais on est comme ça. On n'est pas dans la nuance ici. C'est noir ou blanc. 7, c'est un bon match. Il loupe la balle du 3-0, donc on peut lui reprocher ça ou pas? Il la loupe pas, c'est le poteau. Oui, c'est vrai. Non, mais il y en a une qui met à ça du poteau où il peut cadrer. Centre en retrait de Tadic. Après, il y a le rebond. C'est vrai qu'il la prend pas bien. Mes amis, on va juste passer un petit détour du côté de la zone mixte avec Eriksen qui parle de Lucas et on va découvrir le propos sur le MVP du match, sur le héros du match. On a gagné ce match grâce à Lucas. Cette saison a été un ascenseur émotionnel. J'espère qu'on lui construira une statue. C'est très anglais les statues. Ouais.
Exactement, c'est une tradition en Angleterre. Le 1er juin, donc, dans le stade de l'Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, une finale 100% anglaise. Vous nous rappeliez que cette saison, il y a eu 2 rencontres, à chaque fois gagnées par Liverpool, sur le même score de 2-1. Donc Liverpool a-t-il un ascendant psychologique sur Tottenham ? Je dirais pas forcément ça, parce que c'est une finale de Ligue des Champions, c'est sur terrain neutre. C'est 2 équipes qui étaient quand même relativement proches de l'autre à un moment de la saison. Moi, je dirais pas ça. Après, Tottenham-Liverpool, généralement, il y a plein de choses. Il y a leur rencontre cette saison. Il y a également le poids de Liverpool et Tottenham dans l'histoire de cette compétition. Là, il n'y a pas match. Est-ce que le Mistigri va être porté, malgré tout ce qu'on peut dire, par Liverpool? Est-ce que ça aussi, de toute façon, quand tu regardes les finales entre 2 clubs d'un même pays, que ça soit le Real Madrid contre Valence, le Real Madrid contre l'Atlético, souvent l'équipe qui arrive en finale et qui a moins d'expérience, qui a moins de vécu et qui est d'un niveau légèrement inférieur, souvent passe au travers. Au travers, le Real contre l'Atlético, oui, mais ça ne joue à rien. Mais c'est exactement comme au tennis, quand en finale, tu as Federer contre un joueur juste sinon, en dessous. c'était au tir au but, quoi. Oui, mais ça... vraiment, autant le 4-0, le Valence. D'accord, mais les faits sont têtus, ce n'est jamais dans l'autre sens. La pièce ne tombe jamais dans l'autre sens. Donc c'est comme quand tu es en finale de Roland-Garros, qu'il y a Federer et que tu es juste en dessous, et ben même si ça joue au 5e set, c'est toujours le numéro 1 qui va gagner. Il y a eu 3 finales depuis 2013 entre des équipes d'un même pays. En 2013, c'est Bayern-Dortmund, c'est Bayern qui gagne. Et ben voilà. Et les 2 Real Atlético en 2014 et 2016, et à chaque fois, c'est le Real qui gagne. Donc effectivement, vu sous cet aspect-là... Dans quelles conditions? Quand je te dis et tir au but et Sergio Ramos, dernière seconde pour avoir les prolongations... Mais t'as raison, mais il n'empêche qu'à l'arrivée, c'est quand même l'équipe, entre guillemets, favorite au départ, qui gagne. Et dans des conditions pas forcément évidentes, parce que Bayern Dortmund, c'est pas gravé dans le marbre non plus. Le but de Robben... Voilà. Donc... Si on était juste avant la finale... C'était cuit, Dortmund. La prolongation, c'était avant la fin. C'était avant la fin. Si on était juste avant ce match, Tottenham-Liverpool, on fera un jeu de comparaison ligne par ligne du style de ces 2 équipes. Si je vous dis que Liverpool est un peu meilleur dans tous les compartiments du jeu, que c'est des équipes qui ont à peu près les mêmes, on va dire, les mêmes vertus, les mêmes forces, mais que Liverpool est toujours peut-être un petit peu plus forte que Tottenham, c'est exagéré ou j'appuie sur un truc juste, judicieux? En tout cas, moi, j'organiserai des débats, parce que c'est pas évident sur chaque poste. Moi, je veux bien qu'on organise un débat entre Alisson et Lloris. Je ne mettrai pas forcément Lloris derrière Alisson. Oui, c'est vrai. Forcément. C'est vrai. On peut continuer comme ça sur chaque poste. Il y a des postes où il peut y avoir débat, je trouve. Ok. Sur les charnières centrales, on peut y aller, hein. Van Dijk, c'est évident, mais quand je vois par exemple Alderweireld ce soir, moi, je l'ai trouvé brillant, costaud. C'est pareil, c'est vrai que Pochettino, il a cette force-là. Alderweireld, il était sorti du groupe pratiquement. À un moment donné, il était mis à l'écart. Il l'a récupéré et aujourd'hui, c'est une pièce essentielle. Je trouve que c'est une vraie force. Oui, non, mais t'as raison. Il sait vraiment redonner leur chance aux joueurs, leur redonner confiance, les remettre dans le bain. C'est arrivé avec Sissoko. Possible. Dire qu'il s'est privé de Sissoko au match aller, je trouve que c'est injuste concernant Pochettino. Moi, ce soir, sur les circonstances, il est un peu obligé de. Il est obligé de le faire. Il est obligé. Il faut quand même qu'il ait un petit peu. Oui, mais il prend la décision et c'est payant. Et il prend une bonne décision, parce que moi, j'aurais fait sortir Lucas à la mi-temps, mais pour faire rentrer Llorente, parce qu'il me semblait que c'était important d'avoir un point d'appui dans la surface, et ce changement-là, la rentrée de Llorente, elle est absolument décisive. Le maintien de Lucas aussi. Le maintien de Lucas aussi. Ouais. C'est en ça. C'est-à-dire, non seulement il se trompe pas dans le mec qui fait rentrer, mais il se trompe pas dans celui à faire sortir. Ce qui est quand même important, parce qu'effectivement, c'est Wanyama qu'il fallait faire sortir. Et le point d'appui, le point d'ancrage, le pivot dans la surface que représente De Llorente, ça change tout. Ça change tout. Non, mais c'est un vrai choix. Mais après, ils sont menés 2-0. Il est bien obligé de prendre une option offensive. Des risques. Oui. S'il fait sortir, je sais pas, rentrer Llorente pour faire sortir un attaquant, on n'aurait peut-être pas trop compris. Là, c'est vrai que c'est un vrai risque. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je partage. Tu remontes 3 buts quand même. Alors, excusez-moi, j'ai un copain qui est coach, qui officie à la mi-temps, enfin qui n'est pas coach officiellement. Je vais vous passer un petit replay, c'était Thierry Marchand à la mi-temps. Écoutez-le.
Mais Llorente pour Lucas, moi je pense qu'ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui soit un peu plus d'une présence physique dans la surface, parce que je trouve que Lucas pèse pas assez. Il l'a reconnu. Oui, mais non seulement je l'ai reconnu, je l'ai devancé, mais j'ai dit il faut faire rentrer Llorente. Non, c'est juste la petite bouteille du patron. Lucas. Bien sûr. Ça va, c'est une science molle, on peut se tromper. Mais non. Vous participez à l'émission. Mais c'est vrai que, et là c'est vrai que pour Pochettino, la correction est magnifique parce qu'il sort, il fait rentrer Llorente, et il sort Wanyama. Voilà, Wanyama. Donc c'est plutôt offensif et c'est plutôt bien et bien compris. Sur le jeu de Tottenham, moi j'ai l'impression Tottenham, je les adore, mais j'ai pas quand vous avez dit que Liverpool, ce soir Tottenham était un peu plus supérieur au match qu'on a vu ce soir, j'ai moins le frisson pour cette équipe de Tottenham. C'est bien, c'est super beau, ça a été magnifique. Vous avez regardé la deuxième mi-temps, vous n'avez pas frissonné en deuxième mi-temps. J'ai l'impression moi je suis d'accord. Non, mais dans le sens où ils deviennent flamboyants quand ils sont au pied du mur. Ils commencent pas comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent un petit peu à la situation, et par rapport à la situation, oui, à un moment donné, ils envoient. Mais c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu dommage que ça commence pas dès le début du match à jouer comme ça. Et je trouve que, voilà, suivant l'évolution du score, suivant ce qu'ils doivent aller chercher, ça évolue différemment. C'est aussi une force. Mais c'est vrai que finissent à 10 ou 18 ou 20 tirs contre l'Ajax Amsterdam. C'est pas là-dessus le constat. C'est que ça commence pas dès le début. Ouais. Non, mais c'est fabuleux ce qu'ils ont fait. J'ai l'impression d'une équipe timide au niveau européen lorsqu'elle rentre. Non, mais c'est pas une équipe comme, tu vois, Liverpool hier, ils ont décidé d'y aller. Ils vont Manchester City, ils ont une vraie âme au départ. Là, ça s'adapte. Il y a que quand elle est contrainte qu'elle se met à quelque part dans une sorte de dépassement de fonction. En première mi-temps, ils sont pas absolument nuls. C'est juste qu'ils concrétisent pas leurs occasions. Ils ont un temps fort où ils ont 2-3 occasions. On peut dire des deux côtés, quoi. Oui, bien sûr. Mais sauf que l'Ajax concrétise en première mi-temps. Et il le concrétise pas en deuxième. Faut quand même dire que l'Ajax en deuxième a des occasions. Il y a des tirs sur le poteau. 62e minute, Ziyech, centre de Tadic, c'est pas cadré, mais c'est une grosse occasion. 71e minute, De Ligt en attaquant, en tir, arrêt de Lloris, et Lloris sauvé sur une frappe qui sauve, magnifique sauvetage, sur une frappe de Ziyech à la 79e minute. Voilà ce que j'ai noté. Plus le poteau. Plus le poteau, pardon. Enfin, c'est le poteau. Il y a le poteau. Il y a le poteau. Voilà. 3 occasions. Non, mais sur Tottenham, c'est un peu une équipe caméléon. Oui, c'est vrai. Tu sais pas par quel bout la prendre. Liverpool, tu as pigé, comme disait Johan. Manchester City, tu sais. L'Ajax aussi. Tottenham, même, tu vois, l'absence d'Harry Kane, il y a pas, bon, il y a Lloris, mais on a un côté sentimental particulier pour lui, aussi parce qu'on est français. Ouais. Mais il n'y a pas quelque chose qui se dégage, tant au niveau technique qu'une âme. Mais ils ont tout aussi, quoi. C'est une grosse équipe. Il y a des gros joueurs, mais il n'y a pas quelque chose qui marque les esprits ou qui marque le foot comme certaines équipes qui gagnent en général la Ligue des Champions ou qui vont au bout. C'est vrai. Et du coup, il n'y a pas une sympathie folle, mais il n'y a pas une antipathie non. Mais voilà, la signature de neutre. Paul, la signature de Tottenham, c'en serait quoi ? Le refus, le côté caméléon. Moi, après ce match, j'ai une sympathie folle. Je regarde ce match, je regarde la deuxième mi-temps. J'ai vibré. C'est pas des talents c'est des talents accumulés, mais qui se marient bien. Je trouve que c'est intéressant à regarder. Non, après, sportivement, c'est une grosse équipe, mais après pour le téléspectateur. C'est-à-dire que là, la finale, je vais m'attendre à une finale, à mon avis, qui va être, à moins s'il y a un but rapidement, mais sinon ça va être assez fermé, ça va se regarder. Si tu as l'Ajax en face à Liverpool, ça va jouer de la même manière que comme joue tout le temps l'Ajax. Mais ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, c'est magnifique. Il y a eu deux Tottenham-Liverpool cette année en championnat, évidemment, comme tous les ans. Les 2 fois, Liverpool a gagné 2-1 à l'aller à Wembley et au retour à Anfield. Et à chaque fois, ça a été des matchs, notamment le fameux retour avec le CC d'Alderweireld à la 90e sur une faute de main de Lloris. Ce match était fantastique. Mais est-ce que vous êtes un peu dans la retenue parce que vous êtes des supporters de l'Ajax un peu déçus? Non mais là ce que tu dis est fondamental. Non mais ce que tu dis est fondamental. On analyse un résultat, on analyse ce qui s'est passé sur le terrain. Mais après moi, il y a un petit côté aussi. Il y a un petit côté. Enfin, après c'est un grand bravo à Pochettino parce que depuis qu'il est arrivé dans cette équipe, il a amené à quelque chose. Il a amené un esprit jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Donc bravo à tout ce qu'il a fait, bravo à cette deuxième mi-temps.
Mais après, c'est un constat par rapport à. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire depuis le départ. C'est pas une critique contre eux. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Paul. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le match avançait, au départ, on est quand même tous avec une émotion particulière par rapport à l'Ajax, comme par rapport à Liverpool, parce que ce sont des clubs mythiques et on a envie de les voir en Ligue des Champions, en finale, s'affronter. Ouais. Et puis, tel que la deuxième mi-temps se déroule, on bascule. On bascule parce que l'histoire de ce match c'est que ça doit se terminer par une victoire et une qualification de Tottenham. Et une fois que cette qualification est là, tu te dis, merde, je vais avoir une finale anglo-anglaise alors que je pouvais avoir le mythe de 5 Ligues des Champions contre le mythe de 4 Ligues des Champions et 2 clubs qui depuis longtemps cherchent à la récupérer, cette Ligue des Champions. Et t'es super heureux et en même temps, il y a une vraie frustration d'échapper à une finale contrastée. Juste sur la finale, mais on aura après un petit sentiment sur la finale, ce sera un petit peu plus tard. Moi, j'aime pas beaucoup les finales entre deux clubs. Bien sûr que non. C'est quand même la grosse tendance. Alors, on échappe à une finale de 100% espagnole qui a eu lieu en 2014, qui a eu lieu en 2016. Là, c'est une finale 100% anglaise. La dernière, c'était 2008, Chelsea-Manchester à Moscou. Et on va peut-être en avoir une en Europa League. On va peut-être en avoir une en Europa League. Mais au-delà de ça, ce qui est incroyable avec cette équipe de Tottenham, c'est qu'en huitième de finale, ils jouent Dortmund, qui est à ce moment-là leader de la Bundesliga. Tout le monde dit, Dortmund va passer. C'est vrai qu'on les a pas vus arriver. Voilà, les autres, Tottenham passe. En quart de finale, ils jouent Manchester City, leader du championnat de Première Ligue. On se dit, ils vont pas faire un pli. Ils passent. Là, ils jouent l'Ajax, leader du championnat néerlandais. On se dit, l'Ajax va passer. Tottenham passe. Je rappelle quand même qu'ils sortent d'un groupe qui n'était pas facile dans la phase de poule. Après, ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher à chaque fois. Mais ça s'est toujours bien passé pour eux. Oui. Si tu vois tous les tours. Parce que la première mi-temps contre Dortmund à Tottenham, Lloris, c'est extraordinaire. Parce que tu vas avoir 2-0 pour Dortmund à la mi-temps. Donc après, ça bascule. Ils finissent à 3-0 dans les 10 dernières minutes. Ils en mettent 2. Donc après, au retour, c'était réglé. Le match contre City, au bout d'un quart d'heure, il y a le pénalty arrêté par Lloris. La VAR, 3 cm. Mais ils sont allés les chercher. Et sans Harry Kane à chaque fois. Mais à chaque fois. Hier soir, il y avait un thème. Est-ce que le déroulement du match défavorable à Barcelone met du baume au cœur au PSG on a évoqué ça hier. Ah non, en première partie. Oui, on a discuté de ça. Et ce soir, ce qui se passe, le triplé de Lucas, pour moi, c'est tout l'inverse. Parce que c'est effet inverse. Parce que Lucas, il a très très peu joué au PSG l'année dernière. Il était mis de côté. Et il se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Avec son club en marquant un triplé en demi-finale. Mais ça, c'est l'histoire du foot, Paul, parce que c'est vrai que l'histoire il arrive au mercato d'hiver, pas celui-ci, celui-là. Il fallait faire de la place à Choupo-Moting. On va juste passer à Lucas parce qu'on avait un thème Lucas. Donc Lucas ce soir qui qualifie donc son équipe. Une petite particularité quand même. Pardon. Sur les 3 buts. Les 3 sont du gauche. Alors qu'il est droitier. Il t'emmène là où Tottenham n'est jamais allé. Et Dieu sait que c'est un club historique. Dieu sait qu'aujourd'hui, arriver en finale d'une Ligue des Champions, c'est plus que compliqué parce que c'est pas un club par pays. C'est pour les grands pays, c'est 4 clubs. Et là, ce qu'il a accompli en 45 minutes, c'est 45 minutes, c'est la légende absolue de ce qu'a fait Liverpool en finale de la Ligue des Champions en 2005 face au Milan. Ils ont fait la même chose, même si l'histoire peut difficilement se comparer. Il y avait, n'empêche, 3 buts à remonter en une mi-temps et ils l'ont fait sur un joueur. Sur un joueur. Son vrai poste ce soir, c'est attaquant au milieu. Alors, avant-centre en première mi-temps et attaquant de côté en deuxième mi-temps. Attaquant de côté. J'ai trouvé un peu plus bas pour rentrer sur les départs des il y a ces 3 buts pour la qualification et c'est lui qui marque le but de la qualification pour sortir des poules. Il se qualifie à Barcelone. À Barcelone, c'est lui qui marque le but. C'est au-delà de ce match, il fait une saison. C'est pas Barcelone, c'est à l'Inter, je crois. C'est Barcelone qui est premier du groupe et eux, ils font match nul à l'Inter. Il fait une saison avec beaucoup d'impact quand même. Sur Lucas, Paul nous a dit finalement, c'est un effet sur son échec à Paris. Mais l'échec à Paris, tu pourrais dire que Blanc l'a eu. Parce que déjà, il arrive, c'est Leonardo qui le fait arriver de Sao Paulo pour un transfert très très cher, mais c'était un grand espoir brésilien. Donc, Ancelotti l'a peut-être eu. Oui, puisque. Oui. Ancelotti l'a eu. Leonardo l'a eu. Enfin, Leonardo n'était pas. Non, pardon. Blanc l'a eu.
Emery l'a eu. Les trois lui ont donné sa chance, ont essayé, et même Emery le mettait plutôt comme deuxième attaquant. Il avait marqué d'ailleurs des buts un petit peu au début. Mais on ne peut pas dire que Lucas, c'est pas une histoire, tu vois, un entraîneur qui s'est planté, tu vois, il l'aimait pas, il n'a pas remarqué que, etc. C'est pas Ben Arfa. Voilà. Il a joué régulièrement avec ses trois coachs. Il a eu quand même des tas de possibilités, et s'il a réussi quelques petits éclairs parfois, c'était pas un mauvais joueur, il y avait plus fort. Donc là, tu peux pas te dire ah merde, le PSG ils sont passés à côté d'un truc, etc. Là, quand il arrive au mercato, mais ça pose une question aussi sur la manière dont Paris utilise ses joueurs, construit son effectif. Là, finalement, Lucas, lorsqu'il est parti à Tottenham, on se dit le gars. Mais là, c'est facile de faire le procès de bien Paris. sûr, oui, ben non, tu Lucas, moi j'aurais voulu qu'on en parle avant qu'il fasse le triplé, quoi. Ah oui. Tout est aligné ce soir pour Lucas. Oui. Le deuxième, il reprend le ballon, il fait un super truc, ça frappe, ça passe. Il est bon à Tottenham, et d'ailleurs il a réussi. Il fait une bonne saison. Quand il arrive au mercato, il fait une bonne saison, mais s'il fait pas ce triplé ce soir, on parle pas de tout ça. Quand il arrive au mercato l'année dernière, au mois de janvier, il joue très peu la deuxième partie de saison dernière, et il profite de la préparation, puisque lui évidemment fait pas la Coupe du Monde, il profite de la préparation aux États-Unis, en Californie, pour en fait piquer la place de Son, qui lui a fait la Coupe du Monde et qui ensuite joue les Jeux asiatiques au mois d'août, pour devenir titulaire en début de saison à Tottenham. Il est, si je dis pas de bêtises, élu joueur du mois d'août en Première Ligue. Il marque notamment sur le terrain d'Old Trafford, où ils vont gagner 3-0 à Old Trafford. Donc il fait un début de saison fantastique. Et derrière, c'est là où il s'installe vraiment dans Tottenham. Pochettino lui donne vraiment sa chance. Il rentre dans la rotation. Il rentre dans la rotation vraiment. Mais il rentre. Ce qui était étonnant, c'est qu'il soit carrément de côté lors de la dernière saison au Paris Saint-Germain. Ça, parce qu'il semble avoir bon esprit. Et lors de la dernière saison, il a été utilisé, mais peut-être 1-2 fois. C'est tout. Ça paraissait surprenant vu de l'extérieur. Ouais, mais il n'était pas non plus. Tu vois, il avait peut-être un peu lâché aussi. Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça aussi. Ouais. Parce qu'il a quand même vraiment eu sa chance, quoi, à un moment. Et après, bon esprit, je trouve qu'il faisait pas de cadeaux, même pour le penalty ou des trucs et tout. On est à la fin de la Ligue des Champions, donc il y a peut-être quelques enseignements qu'on doit tirer ou pas sur la gestion d'un effectif. Là, il y a peut-être un point commun également entre Liverpool et entre Tottenham. Tottenham se qualifie sans Kane pour la finale. Liverpool se qualifie sans Firmino et sans Salah. Et là, le management à la fois de Klopp qu'on a salué, à la fois le management de Pochettino, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Que les joueurs qui rentrent, qui puissent rentrer, soient directement, mais vraiment au top et au diapason de ce que demande à la fois l'entraîneur et puis à la fois du jeu de l'équipe. Parce que c'est deux vrais collectifs où il n'y a pas de vedette, a fortiori encore plus avec l'absence d'Harry Kane à Tottenham. C'est deux vrais collectifs. Il n'y a pas une tête qui émerge. Voilà. C'est ça la force de ces deux équipes-là, et je pense que c'est pour ça qu'elles sont en finale. Il y en a une ou deux qui émergent. Ça, là, il émerge un peu à Liverpool. Oui, mais sauf que là, hier, il n'est pas là. Hier, il n'est pas là. Et aujourd'hui, Harry Kane, il n'est pas là. C'est-à-dire que tu as 3 équipes sur 4 qui étaient représentées en demi-finale, qui sont exactement sur le schéma, parce qu'on peut dire que la même chose de l'Ajax. Il n'y a vraiment que le Barça. Qui était hors complet. Cette année, on peut dire que ce sont des équipes qui vont au bout de l'aventure en Ligue des Champions, plus que des phénomènes. C'est un peu l'inverse avec le Barça. Complet. T'as moins une équipe et un phénomène. Et plus un phénomène. Mes petits, troisième question du soir sur l'Ajax qui est éliminé. Ce soir, c'est une élimination à la 95e minute sur un but donc, de Lucas, et c'est une élimination qui balaye tout le parcours de l'Ajax. Alors rappelons quand même le parcours de l'Ajax, un parcours extraordinaire qui a commencé en qualification de la Ligue des Champions le 25 juillet contre les Autrichiens de Sturm Graz. Il les passe. Juste après, 3e tour de qualification, Standard de Liège. Il les passe. Les barrages contre le Dynamo Kiev. Il les passe. La poule est passée face à l'EK Athènes, le Bayern et le Benfica. On connaît après leur parcours face au Real, à la Juve. Et face donc à Tottenham, mais à la pause 3-0. Est-ce que cette élimination balaye un peu tout ? Vous jette un... Non, pas du tout. Non, franchement, mais il faut les remercier. Il faut les remercier ? Oui, bien sûr. Les équipes, il faut les remercier. Un vent de fraîcheur. C'est quand même un club qui a 5 à 6 fois moins de budget que les autres.
C'est 84 millions. Oui, 80 et quelques millions. Bon, c'est 300, 400, 500 millions de l'autre côté. C'est un club formateur. Tout le monde est allé ces derniers mois au centre d'entraînement de l'Ajax pour raconter cette histoire, pour revenir sur l'Ajax de 95, pour revenir sur l'Ajax de 71, 72, 73. Ils ont remis au centre de la carte de l'Europe du football un club et un pays qui ne peut plus lutter. Et 75% des clubs historiques comme le Celtic, comme l'Ajax, comme Feyenoord, comme le PSV et d'autres ne peuvent plus jamais atteindre le niveau d'excellence en Ligue des Champions. Donc il faut les remercier pour avoir donné quelque part de l'espoir à tous les clubs européens de niveau moyen. Paul Le Guen, si je vous transforme en Eric Ten Hag, j'ai bien prononcé, vous tiendriez exactement le même discours ? Pas tout à fait. Le mec doit avoir des boules terribles. Oui, et puis, comme les joueurs, compte tenu du scénario du match, malgré tout, c'est ce match que l'on va retenir. C'est ce match que l'on va retenir. Ils ont eu peur de gagner, peur de se qualifier. Et alors, c'est vrai que ça se joue à un poteau, ça se joue à pas grand-chose. Mais malgré tout, compte tenu du déroulement de la deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a ressenti. Ils ont perdu le fil. Mais parce qu'on est dedans. Mais avec le recul, ce qui s'est passé à Madrid, ce qui s'est passé à Turin, je crois que ça restera quand même dans les mémoires de chacun. Là, c'est tout frais. Alors évidemment, on retiendra ça, cette deuxième mi-temps, où le match devient fou et ils n'arrivent pas à le contrôler, même s'ils ont des grosses occasions aussi. Mais tu sens qu'à tout moment, à partir du moment où ils reviennent à 2 partout, en 5 minutes, en 4 minutes, 55e, 59e, tu vois, c'est comme hier avec Wijnaldum, là, tac, 2 minutes. 55-59, ouais. C'est difficile de s'en remettre un peu derrière, parce que là, du coup, de 2, c'est pas 0-0. Les autres sont archi en position de force. Toi, on avait quand même souligné à chaque corner, match, tu pleures, tu vois. Didier, on avait quand même souligné avant le match l'inconstance de l'Ajax à domicile. On l'avait dit, oui, et que c'était pas dans le bon sens, et que si physiquement ils sont un peu bousculés. Non, mais oui, bien sûr. Mais on avait dit, Bayern, Real, Juve, ils avaient gagné aucun de ces 3 matchs à domicile. Et ce qu'on voit ce soir, ça confirme aussi que l'Ajax à domicile et l'Ajax à l'extérieur, c'est pas tout à fait la même équipe. Et encore une fois, ce que disait Didier dans la première partie de l'émission, il n'y aurait pas cette histoire du but à l'extérieur. On avait une prolongation. Bien sûr. Et quelque part, 3-3, je suis désolé, aucune équipe n'a battu l'autre. Le match retour a été une copie quasi conforme du match aller, c'est-à-dire dans un premier temps, l'Ajax marque et l'Ajax est en confiance. Et puis au fur et à mesure, c'est Tottenham qui tient le match, c'est Tottenham qui prend l'avantage. Et moi, je suis désolé, aucune des équipes n'a éliminé l'autre. Ça doit être une prolongation. J'en ai assez de ça. C'est but sur le but à l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Compte Twitter de l'équipe du soir, on marque une pause, on en reparle juste après. Je sais que Didier Roustan adore ce but à l'extérieur quand il y a des égalités. Celui qui compte double, vous l'avez bien. Qui ne compte pas. Oui, à tout de suite.